Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier 7L Sport de l'année 2010. Avec moi sur ce plateau, donc l'entraîneur emblématique du Montpellier Handball, Patrice Canaillé, 16 ans. J'ai regardé, 16 ans que vous êtes à Montpellier. Vous avez toujours aussi faim de titres, parce que je sais qu'on vous a pas mal, ça vous a pas mal énervé, qu'on vous demande si Montpellier avait encore faim de titres. Oui, j'avais l'impression qu'on était une équipe en pré-retraite. Non, on a faim, mais c'est pas Patrice Canaillé qui a faim, c'est le club dans son entier qui a faim de titres et qui a faim d'avancer. Les sportifs de haut niveau, les vrais sportifs de haut niveau ont cette capacité à se remettre en cause et à repartir. Et à partir du moment où on a des matchs, comme ça a été le cas contre Chambéry, à disputer avec un enjeu réel, à ce moment-là, je crois qu'on est capable de se mobiliser très fortement. Après, il y a la réalité et la loi du terrain, mais on est capable de se mobiliser de manière très importante pour des objectifs précis. Et toujours cette envie de progresser, en tout cas 31e trophée pour Montpellier. Vous avez gagné la Coupe de la Ligue face à Chambéry, 32-29. Nous parlerons aussi dans cette émission de volleyball avec notre deuxième invité. Ce sera le passeur du Montpellier volley, Loïc Lemarec. On parlera également de water-polo, de football et de hockey sur glace. Allez, on parle de hand. Alors Patrice, 7e Coupe de la Ligue, à vrai dire on se perd un peu dans les chiffres, parce que 31 trophées, 7e Coupe de la Ligue. En tout cas ce match c'était une grande satisfaction avec un désir de revanche aussi par rapport au match aller en championnat. Oui, il y avait déjà eu quand même le trophée des champions à Monaco au début de saison. On avait été opposé à Chambéry, ça avait été un match extrêmement difficile. Et puis on a eu en championnat un moment un petit peu difficile qui a été lié notamment à la période où on a eu pas mal de joueurs blessés, on était en difficulté et on a perdu à Chambéry dans un match à la régulière. Et ce jour-là, Chambéry avait été meilleur que nous. Et on avait à cœur sur ce trophée-là de montrer qu'on était très présent. Je pense qu'il y avait un trophée à gagner et puis il y avait surtout un impact très important à montrer qu'on était revenu en forme et qu'il allait falloir compter sur nous dans la deuxième partie de saison. C'était vraiment ça l'enjeu en plus du titre à gagner. Alors, revenons au match, vous avez su éviter d'être inquiété dès le début de la rencontre. Notamment oui. En défense, vous les avez bien gênés en défense. Il y a surtout eu la préparation de ce match-là depuis maintenant un mois et demi. L'équipe tourne vraiment très très bien puisqu'on vient d'enchaîner quand même pas mal de résultats positifs en Ligue des Champions et en championnat. Et je crois qu'on s'est très bien préparé aussi cet été parce que vous savez, pour être en forme au mois de décembre, il faut bien préparer l'été. Et je crois qu'on est arrivé en forme au moment où il fallait être présent pour gagner les trophées. Et l'équipe s'est bien mobilisée dans l'approche de ce match et on a bien maîtrisé notre sujet. Un ton au-dessus dans tous les secteurs ? C'est toujours difficile. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur Chambéry. Ils font leur route et ils font leur match. Puis, moi, ce qui m'importe à chaque fois, c'est de faire en sorte que les joueurs soient au meilleur de leur forme quand arrivent les matchs importants. Et la mobilisation, aussi bien physique que psychologique, est un élément. C'est ça, c'est l'approche mentale qui a été bien maîtrisée aussi des joueurs. Oui, je crois que le collectif de Montpellier est un collectif très expérimenté. On a l'habitude de jouer ce genre de match. Les finales, on connaît, on sait ce que c'est. On en a gagné beaucoup, on en a perdu aussi quelques-unes. Donc on sait par où il faut passer et on connaît un petit peu le chemin. Alors l'inquiétude, c'est de temps en temps de se perdre un peu. Mais dans l'approche du match, on a été très efficace et on a bien géré tous les moments importants du match. Alors, on en parlait tout à l'heure, ça vous a un peu énervé d'entendre que votre équipe est-ce que votre équipe avait faim encore de titres ? Pourquoi ça vous a autant énervé ? Je m'énerve rarement. Oui, non mais voilà. C'est important aussi de... Vous savez, quand vous êtes entraîneur, moi ça fait longtemps que je dirige cette équipe-là. Donc on se sert un petit peu de tous les ressorts. Et dans les ressorts sur lesquels il faut de temps en temps s'appuyer, c'est la fierté et l'ego. J'ai des joueurs de très très haut niveau qui ont un ego assez fort. Donc à un moment donné, il faut les taquiner un petit peu. Et comme ils sont de vrais compétiteurs, ils réagissent très très vite par rapport à ça. Et je crois que l'ensemble de l'équipe, staff compris, on avait envie de montrer qu'on était très présent et que il fallait compter sur nous cette année. Ça faisait longtemps qu'il avait en tête ce match face à Chambéry. Parce que j'en avais discuté avec certains. Oui, mais c'est très important. Quand vous gérez une saison, vous savez, on joue à peu près 90 matchs dans l'année.
On a une ambition sur tous les trophées et surtout une ambition très marquée cette année sur la Ligue des Champions. Donc par moment, il faut savoir aussi ne pas toujours être au maximum, mais être au maximum au moment où c'est vraiment très important. Et quand vous êtes dans une finale devant 7000 spectateurs, voilà, c'est la fin de la première partie de saison, il faut savoir être présent et je crois qu'on a su l'être. Alors, est-ce que vous avez eu des doutes, Patrice Canaillé, dans cette période où vous avez accumulé les blessures ? Des doutes, non. De la frustration, oui. Des doutes, non, parce que il y a toujours un questionnement à avoir sur la manière dont on travaille, sur l'organisation, sur le travail qu'on a pu faire au niveau sportif, au niveau technique, au niveau médical. Donc, il fallait se poser des bonnes questions, mais ça, c'est pas des doutes, c'est la remise en question qui doit être permanente. Et la frustration, elle était surtout liée au fait que les joueurs jouaient bien. On jouait bien dans cette période où on était un petit peu en difficulté, mais on n'avait pas les individualités pour nous permettre de jouer au niveau où on aimerait jouer. Voilà. Et cette frustration, il fallait la dépasser sans se mettre trop de pression, en attendant tranquillement que les meilleurs joueurs, que les joueurs majeurs reviennent. Et après, on a additionné nos forces pour arriver à être très performants sur cette fin de demi-saison. Juste un petit mot sur votre adversaire là, de samedi soir, hein, Chambéry. C'est une équipe qui progresse, mais ça me fait penser à Montpellier il y a quelques années. J'ai l'impression que vous avez toujours un temps d'avance, quoi. C'est une équipe qui peut faire des gros matchs en Ligue des Champions. Mais je porte jamais de jugement sur les équipes adverses, parce que pour porter un jugement... Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la comparaison c'est essayer de maintenir cet écart entre Montpellier et Chambéry. C'est important. L'histoire fait que pour le moment, ils ont souvent été seconds, on a souvent été devant, et on n'a pas envie que l'histoire s'inverse. Et comment on fait justement pour garder ce temps d'avance ? On part sur des projets, l'Arena, tout ça. Je crois que je veux pas. Je pense que Chambéry est très focalisé sur Montpellier. Ouais. Nous, on n'est pas focalisé sur. On essaye de ne pas être focalisé sur un adversaire. On est focalisé sur des titres, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que on ne passe pas notre temps à dire on veut devenir Barcelone ou on veut rejoindre. Non, on a envie de gagner des titres, donc on s'organise avec ce que l'on est pour essayer de gagner des titres. Et on n'est pas focalisé sur un adversaire direct. Le meilleur moyen de se perdre, c'est d'être focalisé justement, à mon sens, sur un adversaire. Il faut être beaucoup plus focalisé sur la compétition que sur un adversaire. Alors, Patrice, quel bilan vous tirez de cette première partie de saison ? C'est globalement un bon bilan parce qu'il y avait 2 titres en jeu, le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, on les a gagnés les 2. Ouais. Et on est en cours de 2 trophées les plus importants. Il faut être clair aussi, c'est la Ligue des Champions et le Championnat de France. Et on est positionné, on est très bien positionné dans ces 2 compétitions. On est second dans notre poule avec 3 matchs encore à jouer pour sortir. Vous savez, moi, j'attache une importance relativement modérée cette année à la sortie de poule. Il est important de sortir et le mieux placé possible, mais c'est quand on va démarrer les matchs aller-retour que ça va être vraiment important. Et en championnat, on fait un beau parcours. On a perdu un seul match à Chambéry, il y a un match retour à jouer. On a joué aussi, ne l'oublions pas, on a joué contre Dunkerque, contre Saint-Raphaël, contre les équipes qui sont classées aux 5 premières places à l'extérieur. Donc on va recevoir au retour. Donc on est bien positionné, mais tout est encore ouvert pour gagner des titres, mais il n'y a encore rien de fait. Est-ce que finalement, les petits pépins physiques que vous avez eus, ça ne vous a pas servi ? Ça a permis à des joueurs comme William Macambré de devenir vraiment un vrai leader, même s'il était déjà par intermittence ? On a surtout pu voir, c'est vrai que ça a servi à ça, mais on a pu voir aussi la sérénité et la stabilité du club. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir un peu d'inquiétude, un peu de questionnement, un peu d'affolement. Et on a, je pense, maîtrisé ça avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, en continuant à bien travailler, en continuant à se bagarrer à chaque match. Et on a pu passer, je dirais, ces moments-là sans trop de difficultés. Et je crois que c'est la preuve que le club est devenu très mature dans son comportement et qu'aujourd'hui, on ne s'affole pas pour rien et qu'on sait être, je dirais, patient et attendre. Vous savez, dans une saison, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. On a eu un temps faible et c'est très important de bien gérer ces moments difficiles. Alors c'est difficile, Patrice, de sortir des joueurs du groupe parce que ils n'ont pas grand-chose à se reprocher tous. Mais Richard Storrel, quand même, il a marqué de son empreinte le club à peine arrivé, quoi.
ce nouveau gardien slovaque. Je pense et j'en suis très Sur les heureux. gros matchs, il a toujours été présent en tout cas. Oui, tout à fait. Richard Storel, et moi j'aimerais y associer aussi Michael Robin, parce que Oui, je crois aussi, qu'on avait pris un pari qui était de repartir avec 2 nouveaux gardiens, et c'était pas simple, c'était un pari risqué, parce que ceux qui étaient avant, Karabo et Stojinovic, étaient de très très bons joueurs. En plus, vous avez recruté en pleine année, du coup ça a pu déstabiliser un peu le groupe, les égos et compagnie, quoi. Tout à fait, c'était pas facile, mais je crois que Richard Storel a réussi à convaincre tout le monde sur sa compétence et sur sa manière d'être aussi. Je crois que sa compétence, elle n'est pas approuvée, elle est réelle, mais aussi sur sa manière d'être, qui est garçon très sûr de lui, très serein. Et ça, c'est très important. Quand vous voulez avoir des objectifs élevés, il faut avoir des gens qui aient cette grande compétence et aussi cette grande maîtrise des événements et de son propre comportement. Alors un mot quand même sur le hand français, parce que là, 8500 personnes Montpellier-Nîmes pour le derby, 6000 je crois à Pau, oui, c'est ça, pour à peu près 6000, presque 6000 pour la finale de la Coupe de la Ligue. C'est quand même, on reparle encore de chiffres, mais tous les compteurs s'affolent en ce moment-là, du côté du hand hexagonal. Le hand est un sport qui actuellement est en très grosse progression en France. Je crois qu'il y a eu des résultats sportifs qui étaient de très très haut niveau, et aujourd'hui il y a des clubs porteurs qui en plus sont en train de se doter d'équipements de grande qualité. Je sais que Chambéry, Dunkerque a un projet aussi de grande salle dans 2-3 ans. Donc ça veut dire que le handball est un sport très porteur. On voit maintenant des partenaires nationaux qui commencent à s'intéresser au handball. C'est tant mieux, mais il faut continuer à travailler parce que c'est jamais gagné. Il y a une grosse réflexion à faire par rapport à ça, et je pense qu'on est sur la bonne route pour l'exploitation de notre sport, mais il faut encore continuer à beaucoup travailler. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça vous a apporté quoi, à part plus de notoriété, cette arena? Les quelques matchs que vous avez pu faire là-bas pour le club? Je crois que c'est important pour les joueurs, puis pour le public. Je crois que le public, on a touché un nouveau public, c'est ça qui est très important. Il y a des gens qui ne venaient pas au handball, qui découvrent le handball. Qui ont voulu découvrir l'aréna et qui en fait... Tout à fait, qui ont découvert. Puis bon, tout est plus facile, on peut se garer plus facilement, l'accès est plus facile, la salle est mieux organisée, je dirais. Donc voilà, les gens découvrent petit à petit. Alors ce qui est assez symptomatique, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont découvert le handball par rapport à l'aréna et qui maintenant nous rejoignent à Bougnols aussi. Donc ça c'est très bien. Puis bon, ça nous a amené aussi pas mal de renommée au niveau national, voire international. Il y a des partenaires qui aujourd'hui viennent aussi parce qu'il y a cette grande salle et qu'on touche un nombre public. Donc ça c'est formidable, et je crois que ça nous permet aussi, même si on a encore beaucoup de travail à faire, de produire un spectacle à la fois sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, et faire en sorte que ce soit un spectacle complet, un spectacle familial et un endroit où les gens prennent beaucoup de plaisir à venir. Alors si le hand se porte aussi bien, c'est aussi grâce aux internationaux français, avec tous les titres. Et donc il y a les mondiaux en Suède. Début janvier, 4 Montpelliérains partent à Cap-Breton en stage à partir du 2 janvier. Vous reprenez le 3 janvier. Vous craignez la blessure, j'imagine? Non, d'abord, la première chose, c'est que je suis beaucoup plus content quand je vois des joueurs partir avec les sélections, que ce soit avec la Tunisie, avec la France, avec la Tchéquie, etc., etc. Parce que ça veut dire qu'on a des joueurs qui sont performants et qui jouent avec leur équipe nationale. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça fait combien de joueurs là dans votre effectif? Là, il y en aura 8 ou 9 qui vont partir avec leur sélection nationale. Ouais. Donc nous, on en est très fiers. Parce que je pense qu'ils représentent aussi Montpellier, et que quand on regarde les programmes des championnats du monde, on voit un grand nombre de joueurs qui jouent à Montpellier, et ça c'est bien pour l'image du club et aussi pour l'image de la ville et de l'agglomération. Donc ça, on en est très heureux. Après, il y a toujours une petite angoisse, est-ce qu'ils vont se blesser, est-ce qu'ils vont revenir, mais bon, à tout prendre, je préfère avoir cette angoisse-là plutôt que d'avoir des joueurs moyens qui ne sont pas en sélection et qui restent à Montpellier. Alors Patrice, vous allez y aller aux mondiaux en Suède? Oui, j'ai prévu d'y aller comme je le fais chaque année, une semaine, avec un double objectif. Le premier objectif, c'est de suivre les joueurs de Montpellier, d'être au plus près de leurs performances pour pouvoir préparer et anticiper leur retour, pour pouvoir aussi les remobiliser sur les échéances du club, et puis aussi pour voir un peu les nouveautés qu'il y a dans ce championnat du monde, et puis aussi pour essayer de voir les nouveaux joueurs qui pourraient éventuellement venir renforcer Montpellier dans l'avenir. Alors c'est d'actualité ça, éventuellement, un joueur recruté pour la deuxième phase de cette saison?
pour l'entraîneur, c'est toujours d'actualité de renforcer son équipe. Après, vis-à-vis du club, la difficulté, c'est aussi des problèmes budgétaires. Donc aujourd'hui, on travaille énormément pour pouvoir encore améliorer cette équipe. Même si je pense que maintenant on est dans une structure où on peut y aller par petites touches, il faut y aller par petites touches, mais il y a encore des améliorations qui peuvent être amenées. Et l'idée, c'est de trouver... Vous savez, pour recruter un joueur comme Richard Storel, on l'avait repéré 3 ans auparavant dans un championnat du monde. Ouais. Donc c'est un travail de très longue haleine. Des fois, vous repérez un joueur et il ne vient qu'à Montpellier 2 ou 3 ans après. Donc là, vous pourriez repérer un joueur et le recruter pour la saison prochaine, c'est ça ? Il y a des joueurs qui peuvent... Mais pas pour cette saison-là, en tout cas. Non, mais vous savez, les choses peuvent aller très vite. Pourquoi pas ? Ouais. Un poste précis Vous savez, on a une grosse ambition au niveau européen, donc il y a beaucoup de joueurs qui pourraient venir renforcer Montpellier. On n'en a pas besoin de beaucoup, mais il y en a beaucoup qui ont cette compétence pour venir renforcer. Après, il y a aussi un gros travail en coulisses sur lequel on a déjà commencé à travailler, c'est monter un budget prévisionnel nous permettant de nous renforcer. Parce que si vous n'avez pas le budget prévisionnel, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous rembourser. Donc il y a deux travails à mener en parallèle. La détection des joueurs ayant les compétences pour... Et après, en coulisses, un travail qui consiste à monter un budget prévisionnel pour pouvoir éventuellement se renforcer. D'accord, merci Patrice. Donc on saura fin janvier si éventuellement une nouvelle recrue pour le Montpellier Handball. Et puis retour, je rappelle que c'est le retour sur les parquets le 5 février. Voilà, exactement. 5 février, match à Bougneul face à Istres. Voilà, exactement. Merci beaucoup Patrice, merci. Et puis bonnes vacances. Merci. Voilà, on fait une petite pause publicitaire et puis on se retrouve tout de suite après. Voici Nelson. Hier, son meilleur ami lui a proposé de l'ecstasy. Nelson a d'abord hésité. Mais il a dit non. Parce que son entraîneur lui en a parlé un jour. Il lui avait conseillé de ne jamais commencer, même par curiosité. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 0800 23 13 13. Entrez dans l'ère Opel. Bonjour et bienvenue chez France Auto, votre concessionnaire exclusif sur Montpellier, Sète et Castelnau. Je m'appelle Vincent Vernier, je suis le commercial Opel Entreprise dédié aux professionnels. Vous souhaitez créer, renouveler ou agrandir votre parc de véhicules, je suis là pour vous accompagner et vous conseiller. Opel Entreprise, c'est une gamme complète de véhicules utilitaires, mais également des véhicules de société 2 places et bien sûr des véhicules 5 places. Vous bénéficiez sur l'ensemble de notre gamme de tarifs professionnels très avantageux et de solutions de financement en crédit classique, crédit bail ou location longue durée. France Auto, c'est un vrai service personnalisé avec un atelier rapide sans rendez-vous dans l'une de nos 3 concessions. Et en plus, on répare votre carrosserie pour que vous offriez toujours une image impeccable. En ce moment, ne ratez pas le nouveau Movano en traction ou propulsion et ses 17 mètres cubes de volume utile. Merci de votre confiance et à bientôt. France Auto, l'ambition de l'excellence. Opel. Salut, vous me connaissez ? Eh oui, c'est Arthur. Retrouvez chaque semaine sur Sattel TV toutes les sorties ciné de vos salles montpelliéraines dans Ciné Sud, 15 minutes au cœur du cinéma. C'est ça des camarades, mon pote. T'as jamais vu le film Bande de sauvages ? C'était le dernier match de l'année 2010 pour le Montpellier Water Polo. On va voir tout de suite les images. Donc face à Taverny, l'ex-équipe du capitaine Andrés Aguilar, les Montpelliérains se sont baladés. Un peu trop même, puisqu'ils ont encaissé 9 buts. Mais au final, c'est une victoire 17-9 en faisant tourner l'effectif quand même. Donc gros match à suivre, c'est mi-janvier à Marseille face à l'éternel rival pour le titre, Mathieu Pesson qui sort de la piscine justement. On va l'écouter. Pas trop content au sortir de l'eau, Mathieu Pesson. Je suis énervé par rapport à un relâchement certain pas de, je dirais, de certains joueurs, mais de l'ensemble du groupe qui à un moment a 10 buts d'écart.
à penser que le match était plié, ce qui est vrai. Mais à un moment, si on aspire à être champion, des matchs comme ça, il faut enfoncer le clou, il faut être performant jusqu'à la fin et surtout rien lâcher, montrer qu'en du début à la fin, on a dominé, quoi. Et Montpellier qui reste dans le trio de tête. On va découvrir les autres résultats. Montpellier, donc Taverny 17-9. Strasbourg 7, 5-3. Défaite des Dauphins de 7 à Strasbourg. Marseille qui l'emporte de justesse à Douai. Voilà, Nice, Marseille, on va voir le classement. Marseille est toujours en tête devant Nice. Et puis Montpellier derrière Nice. Et voilà, donc je vous l'ai dit, le 15 janvier, gros match Montpellier-Marseille à Marseille, au Cercle des Nageurs, aux Catalans. Voilà, écoutez, là on va parler justement de le côté vestiaire de cette semaine. C'est justement Andrés Aguilar, le capitaine du Montpellier, water polo. Regardez, et puis on se retrouve après. Non, c'est pas possible ce soir, monsieur. Merci beaucoup. Allez, circulez. Merci. Alors, je suis Andrés, s'il te plaît, je suis avec Andrés Aguilar, capitaine du Montpellier Water Polo. Andrés, bonsoir. On va passer un petit côté vestiaire avec toi. Est-ce que tu peux nous emmener dans les vestiaires de Water Polo? Bon, bienvenue dans mon vestiaire, à la piscine de la Paillade. Alors, vous n'êtes pas toujours là, peut-être. Vous êtes le plus souvent à Antigone? Nous, c'est vrai qu'on s'entraîne en 2 piscines, à la piscine d'Antigone, le quartier Antigone, et ici au centre nautique Neptune, à la Paillade donc. Alors, je vois que tu as un sac. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac d'un joueur de water polo? Alors, c'est un sac d'un joueur de water polo. Et qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a un peignoir, bien sûr, parce que, de temps à autre, il fait froid. La piscine de centre aquatique de Neptune, c'est une piscine extérieure, c'est un bassin extérieur. Donc, une serviette, un peignoir. Donc, le peignoir, la serviette, ça c'est très important, parce qu'ici, on met les maillots, les bonnets, plus des produits pour la beauté. D'accord. Et les joueurs de Waterloo, ils doivent être... Non, c'est parce qu'en fait, ça pue. Parce que comme c'est un maillot, il est mouillé, et quand on le met dans le sac, après, ça schlingue vraiment. Donc, comme ça, il est vraiment, on va dire, isolé du sac, quoi. Le vestiaire, c'est un endroit qui te prépare pour la bataille, on va dire, dans notre cas, le water polo. Donc, dans ta tête, il se passe beaucoup de choses dans ces moments précis avant un match, en fait. Est-ce que tu as un rituel? Alors, pas vraiment, non. Mais mon rituel, c'est... en fait, je pense pas du tout au match. Dans la journée, à la veille de match, même dans la journée même, je pense pas du tout au match. Je pense à beaucoup de choses, je fais des choses à côté. Donc c'est vrai que j'évite de penser au match pour être le plus léger possible et pas commencer à réfléchir à si, oui, patati, patata. Donc non. Alors ton match commence vraiment quand tu arrives dans les vestiaires? Le match commence exactement. Le match pour moi commence quand j'arrive dans le vestiaire où je rentre plus ou moins dans mon rôle de poloiste, guerrier poloiste, on va dire comme ça. Et c'est là où je commence plus ou moins à visionner les possibilités que j'aurai dans l'eau. Et voilà, quoi, tout ce que j'ai entraîné, les entraînements qu'on a essayé de préparer et tout ça. Donc je les visionne pour les mettre en place dans le match. Tout ce qu'on a dit, les tactiques et tout ça, c'est le moment où on commence à se concentrer pour penser à tout ça, quoi. Alors je vais te proposer de t'asseoir, Andrés, si tu veux bien. On va s'asseoir. On a oublié la gourde. On a oublié la gourde. La gourde. Pour s'hydrater. Tu peux t'asseoir, Andrés, on va s'asseoir. Voilà, tu fais tout tomber. Andrés, est-ce que tu es superstitieux? Non, pas vraiment, non. Je suis pas vraiment superstitieux. Alors non. Non, vraiment non.
J'ai pas vraiment des habitudes, non, pas du tout. Non. En fait, j'arrive tout simplement et je prends mon maillot, mon bonnet et en avant, quoi. C'est pas vraiment... Ton truc pour relâcher la pression? Mon truc pour relâcher la pression. Déjà, pas penser au match. Moi, je pense que quand on commence à penser au match, à la veille, un jour, 2 jours à l'avance, ça sert à rien, quoi. Il y a des gens qui le font peut-être, mais à moi, je n'en l'ai jamais fait. Peut-être quand j'étais un peu plus jeune, j'ai monté beaucoup en pression, mais bon, là, c'est vrai que non, là, je ne pense pas au match. Donc déjà, ça me libère de tous les stress et toutes les, on va dire, de toutes les possibilités de penser à autre chose, quoi. Donc non, je ne pense pas au match. Déjà, ça me libère beaucoup. Ça me fait baisser la pression, même quand dans des matchs très importants et tout. Ça me fait baisser la pression. Donc, je pense que c'est ma méthode, pas penser au match jusqu'au moment où je suis vraiment dans les vestiaires. Alors, est-ce que tu es plutôt excité, plutôt calme avant une rencontre? Non, je suis plutôt calme en fait. Je suis plutôt calme justement pour ce que je viens de dire. J'évite vraiment de penser à tout ça et au moment où toute mon énergie, je ressens que ça commence à monter, que la petite boule au ventre là commence à venir et tout ça, parce que bon, ça arrive à tous les sportifs, je pense. Et c'est là où toute l'énergie que j'essaye de ne pas gaspiller ailleurs, en me stressant ou en montant en pression, j'essaye de vraiment la canaliser pour la dépenser dans le match. Un match, c'est 4 périodes et 1 minute. Donc j'essaye vraiment on va dire, canaliser et prendre toute l'énergie que j'ai pour l'utiliser dans chaque période, à chaque moment où je suis dans l'eau, l'utiliser à ce moment-là, précis. J'aimerais revenir à cette notion de guerrier, parce que tu parlais de combat, véritablement en water polo. Est-ce que c'est vraiment ça? Il y a des regards, un jeu de regard avant de rentrer dans l'eau, c'est ça? Alors avant de rentrer dans l'eau, en tout cas, il y a la présentation d'avant-match. Donc c'est vrai qu'on serre la main de l'adversaire. Et moi, j'aime bien le regarder droit dans les yeux. Des fois, tu peux voir la peur des gens. Je sais pas. Des fois, tu peux voir que l'autre, il a envie de te manger aussi. Mais tu arrives à voir dans le regard, dans ce moment précis, tu arrives à voir des choses. Tu peux les utiliser aussi pour le match, parce que tu vois celui qui a peur et tu peux l'utiliser. Bon, après, c'est juste, pour moi, c'est du respect. Serrer la main à quelqu'un, le regarder dans les yeux, c'est la moindre des choses. Mais aussi, j'aime bien voir ce qu'il y a au-delà de ce regard. Ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais souvenir. De vestiaire. Il y en a un l'an dernier, il n'y a pas longtemps. Et t'as combien d'années de carrière maintenant? J'ai combien d'années de carrière? J'ai 12 ans d'années de carrière, de poloiste professionnel, dans 8 à Montpellier. Et ton plus mauvais souvenir donc sur ces 12 ans? En tout cas, en règle générale, je pense que les plus mauvais souvenirs, c'est quand on perd. Quand on perd des choses importantes et des choses moins importantes. Mais je pense que ce qui reste, c'est quand t'es jeune, quand t'es plus gamin enfin, quand t'es jeune, quoi, quand t'es enfant, quoi, que tu commences le water polo et qu'il y a quelque chose qui se passe dans un vestiaire. Je pense que c'est ça. Bon, mon plus mauvais souvenir, c'est que mon entraîneur est mort, en fait, un peu gore. Mais c'est ça, en fait. J'avais 12-13 ans et l'entraîneur, plus ou moins, qui m'a accompagné, qui m'a créé, on va dire, en quelque sorte, en Colombie. Il est mort et on était dans le vestiaire. Et il n'est pas mort le vestiaire, mais on l'a su dans un vestiaire. Donc ça, c'est mon plus mauvais souvenir de le water polo. Alors qui c'est le plus excité alors, du vestiaire montpelliérain? Le plus excité, mais je pense que c'est Nicolas Popovic. Ah, c'est le nouveau, lui? Oui, le nouveau, ouais. Pourquoi il est... parce que lui, il est monténégrin, c'est ça? Monténégrin, oui. Ailier, gaucher... Exactement, c'est un gaucher. Moi, je pars. Le prenez pas mal, tous les gauchers qui vont peut-être écouter ça, mais je pense qu'un gaucher, il est un peu fou dans sa tête, quoi, je pense. Ah oui. Et c'est l'avantage d'un gaucher dans une équipe, parce que moi, je pense que les gauchers, ils sont un côté fou, quoi.
Et parce que je sais pas, ils réfléchissent avec l'autre côté du cerveau, je ne sais rien moi, mais... Alors t'es pas superstitieux, mais tu as des croyances un peu quand même comme ça. Des croyances, non, mais je sais pas, c'est un constat, c'est quelque chose. Je pense qu'un gaucher, il est gaucher déjà, donc il n'est pas comme les autres droitiers, donc ça change la donne. Mais bon, enfin, celui-là, on est spécial, il a beaucoup d'énergie, il donne de l'énergie à tout le monde, quoi. Donc, il en a pour lui et pour toute la vie de C'est-à-dire, dans les vestiaires, il est excité, il fait quoi? Il est excité, quoi, il fait des réactions à la Mohamed Ali, quoi, tac tac, il se met en place, 2-3 pas, 2-3 coups de poing en avant et tout, c'est comme ça, quoi, c'est marrant. Mais bon, chacun sa méthode, quoi. Je pense que lui, il essaye de canaliser son énergie comme ça, voilà. Après, chacun sa méthode, quoi. Andrés, est-ce qu'on peut dire que ton meilleur souvenir, finalement, il est à venir? Pourquoi pas cette année avec Exactement, le titre de champion de France? Je pense que pareil, un peu comme pour les défaites, mon meilleur souvenir restera à venir jusqu'à ce que je termine ma carrière. Je pense que je n'ai encore quelques années à faire et surtout on doit gagner le championnat quand même avant que j'arrête, parce que sinon ça fait 8 ans que tu es là et 8 ans que tu es exactement, parce que sinon moi j'arrête pas. Avant de terminer, j'arrête pas. Avant de gagner, j'arrête pas ma carrière de waterpolo. Donc non, en tout cas je pense que à chaque année il y a des beaux souvenirs. Et ça s'est renouvelé chaque année avec les nouveaux joueurs, avec les nouveaux championnats, les nouveaux challenges. Et chaque année il y a des beaux souvenirs. Et peut-être que le meilleur reste à venir. On verra bien. J'ai joué avec l'équipe des France 7 ans environ. Et ensuite, il y a des choses qui j'ai pas vraiment aimé en équipe de France. On partageait pas vraiment les mêmes points de vue. Pas forcément avec l'entraîneur, mais avec la politique. Et là, on va être un peu politique, quoi, avec la politique qui a été menée en équipe de France. Donc bon, c'est vrai que quand on a la possibilité de choisir et tout ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas, l'entraîneur de l'équipe de Colombie, il m'avait appelé et tout, et on avait discuté, et il m'a dit, pourquoi pas. Donc je suis retourné à cet été avec eux, depuis, ça faisait 10 ans que je ne jouais pas avec eux. 12 ans même, pardon. Et ça s'est bien passé, je crois savoir, non? En fait, oui, en ce moment, on est la 3e équipe en Amérique, derrière le Canada, enfin les États-Unis et le Canada, parce qu'on a battu toutes les autres équipes. Donc en ce moment, on est, parce qu'on n'a pas encore joué les États-Unis et le Canada, et c'est des très gros morceaux pour la Colombie. Donc on est 3e. Donc ça signifie qu'on est qualifié pour les championnats du monde. Mais bon, l'année prochaine, il y a un autre championnat. Et il faudrait finir 3e, comme dans le papier en ce moment. Donc c'est vraiment une expérience très très chouette, parce que bon, c'est vrai que... Un retour aux sources? Exactement, on va dire, quelque part c'est un retour aux sources, mais qui m'a vachement aidé, parce qu'en fin de compte c'est ce qui nous reste, quoi. Parce que c'est vrai que quand on part dans la croisade européenne, quand je suis parti, on va dire, dans la croisade européenne avec le waterpolo, des fois on part un peu dans les nuages, on n'oublie pas, mais bon, c'est vrai qu'on délaisse un petit peu plus tous ces côtés-là. Mais bon, là, en retournant un peu jouer avec la Colombie, c'est vrai que on a vécu pas mal d'expériences et bon, en fin de compte, ce qui fait la beauté du sport, quoi, c'est que quand tu, soit avec l'équipe de France, soit avec l'équipe de Colombie, ou Montpellier, ou Taverny, tu vis des choses formidables, quoi. C'est ce que je trouve beau dans le sport. Ok Andrés, côté vestiaire va bientôt finir. À la fin de chaque côté vestiaire, je fais signer le maillot. Ça, je te le fais passer. Okay. Il faut que tu trouves une place. Il est déjà signé pas mal de fois. Alors voilà. Trouve une place. Oui, derrière. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Alors. Voilà. Écoute, si tu peux mettre. Trouve une place. Ça va pas être facile. En dessous du 7? Ouais, en dessous, ouais, c'est mieux. Allez.
Ça vient arriver, tu veux que je te le... Sinon tu le fais par terre, hein, si. Mouillé par terre. C'est le premier. Super. Signé Andrés Aguilar. El capitano. Le capitano du Montpellier Waterpolo. Est-ce que tu peux nous montrer le maillot, s'il te plaît? De l'autre côté, s'il te plaît. Voilà, c'était un côté vestiaire avec le capitaine du Montpellier Waterpolo. Merci, ciao Andrés. Merci à vous. Au revoir. Écoutez, on fait une petite pause publicitaire et puis on retrouve Loïc Lemarec, le passeur du Montpellier Volley. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 € reversé à Handicap International. T'es sûr que c'est une bonne idée de partir maintenant? Tu peux dormir là si tu veux. Un peu bu, ce serait idiot de prendre le risque. Ou alors on peut trouver quelqu'un pour te ramener. Imagine que t'es un accident. Je sais que tu t'en sens capable, mais t'es pas en état de conduire. Ouais, t'as raison. Je vais dormir ici. Bah voilà. Quelques mots peuvent suffire à sauver une vie. Ne laissons pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Un mot de football avant de retrouver notre deuxième et dernier invité. Encore un match nul pour les hommes de René Girard face à Auxerre, 1-1. René Girard qui s'est fait encore une fois expulser. Pourtant, Montpellier avait ouvert le score grâce à un exploit individuel du jeune Younes Belanda à la 59e minute. Mais Auxerre, on va le voir, grâce à son milieu offensif, Traoré, inscrit le but de l'égalisation. Très joli but, poteau rentrant. On va découvrir les autres résultats de cette journée de championnat. Alors, Montpellier-Auxerre, match nul 1-1. Nice-Brest 1-1. Rennes-Valenciennes 1-0. Saint-Etienne qui l'emporte face à Arles-Avignon. Toulouse, match à domicile également 3-0 face à Lorient. Lorient, le prochain adversaire de Montpellier. C'est d'ailleurs demain soir à Lorient. PSG-Monaco 2-0 avec un super Néné. 2 buts. PSG Monaco 2-0, je crois qu'il y a une erreur, mais bon. Sochaux Bordeaux 1-1, Marseille-Lyon 1-1. Voilà, donc Montpellier joue demain à Lorient. Quelques images maintenant, Thierry, s'il te plaît, de hockey sur glace, car il y avait le premier match international de hockey à Montpellier pour les 10 ans de la patinoire Vegapolis. Une affluence record. La France l'a emporté 4-2 dans ce match de préparation pour les championnats du monde qui auront lieu à Košice en Slovaquie au printemps prochain. Ne ratez pas la retransmission du match dans son intégralité sur cette LTV à partir de 20h40. Allez, on retrouve notre invité. Loïc Lemarec, bonsoir. Alors Loïc, vous avez perdu à Paris 3-7-0 ce week-end, mais on va dire 25-23, 25-22, 25-22. C'est un match que vous auriez pu remporter 3-0. Ouais, dit comme ça fait un peu bizarre. C'est un raccourci, mais ouais, bon. c'est vrai. Mais en fin de compte, le match était très serré avec de gros échanges, de gros rallyes, et les deux équipes étaient au coude à coude jusqu'à 22-23, et c'est Paris qui a su faire la différence sur les fins de set en gagnant les points importants ou sur un service sur un service gagnant. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir de cette défense, de cette défaite, car on est tombé sur vraiment une belle équipe de Paris qui nous a su nous mettre en difficulté dans le Money Time. Voilà. Et Paris qui a pu compter sur son joueur emblématique
Jerry Novak dans les moments chauds, c'est ça? Voilà, sur les fins de set, c'est lui qui avait les ballons à l'attaque importants. Et voilà, ça fait 10 ans qu'il fait la même chose, on le sait, mais il continue à faire les points, quoi. Vous n'avez pas joué avec lui, Novak? Non, jamais. Lui a toujours fait sa saison, toujours resté sur Paris, quoi. Et j'ai jamais joué sur Paris. Vous avez souvent fait des finales et des... Oui, par contre, j'ai souvent joué, que ce soit en fin de play-off, en finale ou vous l'aviez en face important. de vous quand il attaquait? Parce que vous contrez ouais, de temps en temps. Sur l'aile. De temps en temps, bien sûr. C'est un joueur qui est très difficile à prendre au compte, non? Qui retarde beaucoup. Voilà, qui a beaucoup d'angles, qui retarde beaucoup, qui attaque grand bras et qui est difficile à lire. Voilà, au dernier moment, la balle part et on sait pas trop où elle va, quoi. Alors, Loïc, c'est un petit coup d'arrêt pour Montpellier qui était sur 6 victoires d'affilée, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est un coup d'arrêt, c'est une série. Bon, les séries, c'est fait pour s'arrêter un moment, mais voilà, je pense pas que ce soit une défaite honteuse et qu'on ait réellement perdu de façon pernicieuse ce week-end, quoi. Ça remet pas en cause, en tout cas, la progression de l'équipe, c'est ça que vous voulez dire? À aucun moment. Il faut savoir accepter de perdre de temps en temps. Il faut savoir accepter qu'une équipe joue mieux que nous et sache faire les points au bon moment, quoi. C'est vrai que c'est pas, on n'aime jamais perdre, hein, mais il faut savoir l'accepter de temps en temps pour rebondir, quoi. Il y a eu un peu de relâchement après cette belle victoire face à Cannes, vous pensez? Parce que quand même Cannes, c'est finaliste l'an dernier du championnat de France. Vous leur avez mis 3-0 quand même, et bien quand même. C'est sûr que 25-16, 25-17, 25-18. C'est un club historique qui était finaliste l'année dernière, qui a gardé pas mal d'éléments. C'était votre club aussi pendant des années. Pendant 4 ans. Vous avez été champion. Mais nous, ce soir-là, on avait vraiment joué la perfection, quoi. Même si Cannes pouvait bien jouer, nous ce soir, on était intouchables, je pense. Donc voilà, peut-être qu'on s'est regardé un petit peu trop au début contre Paris en se disant ça va continuer pareil. Et non, quoi, hein, chaque match est différent, chaque match a son rythme et il faut pratiquement se remettre pas se remettre en question, mais faut remettre les choses à plat avant chaque début de rencontre. Alors vous qui avez l'habitude quand même, parce que vous êtes un joueur expérimenté, Loïc, je rappelle, vous avez joué en équipe de France, vous connaissez le championnat de France sur le bout des doigts. Comment vous jugez le collectif montpelliérain en ce début de saison? Est-ce que la sauce a pris? Parce qu'il y a eu plusieurs nouveaux joueurs. Vous, Vincent Duhagon, Franck Lafitte, Guillaume Quesque. Ça fait quand même pas mal de nouveaux joueurs. Hein. Ça fait pas mal de nouveaux joueurs. C'est vrai que c'est pas forcément toujours la meilleure des façons pour renouveler un collectif, mais voilà, après il faut que, comme vous disiez, il faut que cette mayonnaise prenne et ça nous a pris 2-3 matchs au début de saison où on a eu des défaites un peu sévères. Est-ce que vous n'avez pas manqué de matchs amicaux, plus de matchs parce que vous avez fait beaucoup de matchs amicaux, mais face à des équipes de Pro B. On a fait de Ligue B. Non, déjà on a fait peu de matchs amicaux. Peu de matchs amicaux. Peu de matchs amicaux contre des équipes de Pro B, donc d'une division en dessous de nous. Et ça, c'est à cause de ce qui vous est arrivé. Enfin, vous avez failli être relégué en national, on rappelle, cet été, et du coup, ça a un peu perturbé votre calendrier de préparation, c'est ça? Il y a eu déjà un problème financier, puisque tout ce qui est match amicaux, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir se loger souvent. Et puis, comme on a appris tard qu'on était maintenu en première division, tous les calendriers, tous les matchs amicaux, toutes les équipes étaient bouclées et avaient déjà pris date. Donc nous, on s'est retrouvés un petit peu à essayer de appeler. Voilà, c'est ça. Essayer de nous trouver une date et c'est assez compliqué. Donc c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps au début de championnat pour forger cette cohésion, pour trouver notre rythme. Et ce qu'on a réussi à faire par la suite pendant 6-7 matchs, quoi. Ou sur une équipe
on va dire jeunes quand même. On doit avoir une moyenne d'âge de 23 ans, je crois. Ils ont quoi, 22 ans, hein, Qu'est-ce que Lafitte. On a 3 joueurs titulaires qui ont 20 ans. Et ouais, alors Julien Linel, Franck Lafitte et Guillaume Quesque. Et à côté de ça, il y a 2-3 plus expérimentés. Et voilà, chacun a réussi à trouver un peu sa place. Et chacun a réussi à trouver un peu le job qu'il a à faire pour apporter sa pierre à l'édifice, quoi. Alors la force de Montpellier cette année, pour l'instant, au fur et à mesure de votre progression, c'est quoi ? La force de votre collectif. Ouais, on est une équipe qui joue sur une dynamique. Voilà, on n'est pas physiquement monstrueux, on n'est pas rouleau compresseur comme peuvent l'être certaines équipes. On est plus dans essayer d'épuiser l'adversaire par de la défense, des services, remonter tous les ballons, faire jouer l'adversaire, puis au bout d'un moment, c'est lui qui craque, quoi. Voilà, nous, on a un petit jeu par rapport à ça. Vous êtes patient dans l'échange. Exactement. Ça, ouais. Et par contre, on a besoin vraiment d'avoir les joueurs à 100% de leur physique pour pouvoir faire ça, parce que ça demande quand même de l'énergie. Et quand on est tous bien, on est capable de faire vraiment de produire du beau volleyball. Et par contre, quand on est un petit peu en dessous physiquement, comme on a peut-être pu l'être contre Paris, et ça se coince un petit peu, ça se dérègle un petit peu, et les ballons qu'on aurait pu ramener à certains moments, on le fait pas. Par exemple, on l'a pas fait contre Paris, quoi. Alors juste Loïc, j'aimerais qu'on regarde les autres résultats parce que j'ai complètement oublié d'envoyer les autres résultats. On les regarde ensemble. Toulouse qui l'emporte 3-2 face à Beauvais. Bon, la défaite de Montpellier à Paris 3-0. Ajaccio, votre futur adversaire, demain soir déjà à Montpellier, qui l'emporte face à Tourcoing. C'était quand même une belle performance. Ajaccio qui surprend un peu en ce début de saison. Nice qui l'emporte à Cannes. Alors là aussi, la Cannes apparemment, ils ont eu du mal à se remettre de la défaite face à vous. Arago 7 qui l'emporte au forceps 3-7-2 face à Rennes. Poitiers qui l'emporte à 50 ans. Voilà, c'est pas une surprise, 3-0. Puis Tours qui revient et qui perd 2-0 face à Nantes-Rezé et qui l'emporte 3-7-2. C'est un championnat, à part Tours, à part ce match-là, Tours, le rouleau compresseur un peu qui est premier d'ailleurs devant Poitiers, et puis Arago 7, vous êtes 4e avec 18 points. Loïc, à part Tours, on peut dire que toutes les équipes, les autres, il y a 5-6 équipes qui se valent derrière. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ouais, je dirais même plus. Ouais. Je dirais il y a Tours qui est au-dessus, mais qui n'est pas non plus intouchable. Ouais. D'ailleurs, vous voulez jouer le 28, voilà, le 28 décembre. Ensuite, il y a tout en bas, il y a Saint-Quentin qui paraît un petit peu moins fort, même s'ils ont réussi à faire une ou deux perfs. Et je pense que... Et puis il y a les promus là, qui surprennent. Exactement. Et donc de la 2e jusqu'à l'avant-dernière place, tout est possible. Voilà, c'est vraiment, on peut tous les week-ends, toutes les rencontres, on s'aperçoit que Cannes va perdre contre Nice. Que vous avez gagné 3-0 à Nice. Exactement. Ouais. C'est un championnat vraiment très homogène où si on se relâche sur une journée de championnat, on passera pas, quoi. C'est vraiment un championnat assez prenant, assez fatigant, assez stressant par rapport à ça. Alors, il y a quelques années de ça, on savait qu'on allait en fin de tableau. Ouais. Quoi qu'il se passe, même si on jouait mal, on gagnait, quoi. Que là, si on joue mal, on perd, quoi. Et alors ça rend, par contre, ça donne du piment un petit peu à tout ça, quoi. Alors un mot justement sur Ajaccio, qui a gagné 3-0 face à Tourcoing. C'est votre adversaire de demain soir à Montpellier, à Pierre de Coubertin. Alors c'est un peu l'antithèse de votre jeu. C'est une équipe athlétique, un bon bloc défense assez important. Et c'est leur qualité, c'est ça, le bloc défense, par leur force athlétique. Exactement, c'est vraiment une équipe athlétique avec de grands joueurs qui sont hauts, qui frappent fort. Avec un joueur qui est ancien joueur de l'équipe nationale de Serbie, là, j'ai vu ça. Là, Mitrovic, Mitrovic, avec un pointu, Gunther, là, qui est très impressionnant. Alors lui, il est américo-ukrainien. C'est bizarre. C'est le jeu des passeports, ça. Ouais. Et à côté de ça, donc, qui propose beaucoup de densité au service et au bloc.
Peut-être moins sur la réception ou la défense. Mais voilà, qui chez elle c'est plus dur à jouer. Chez elle est vraiment Ajaccio, très douée. À l'extérieur, un petit peu moins, mais bon, ils nous ont montré qu'ils savaient gagner à l'extérieur aussi. Donc à prendre vraiment au sérieux, c'est plus l'Ajaccio de ces dernières années. Maintenant, il faut compter avec eux, quoi. Donc encore une fois, il faudra être patient. Il faudra être patient et puis il faudra rentrer dans le match tout de suite et pas laisser passer quelques points, pas faire le round d'observation, quoi. Alors un petit mot sur votre nouvelle vie à Montpellier, ça se passe bien, Loïc ? Pour vous à Montpellier, ouais. Bah ça se passe bien, c'est parti sur les chapeaux de roue avec cette histoire du club. Ouais, c'est vrai. On se demandait vraiment si on allait pouvoir vivre ici. Ouais, du coup, vous avez... Donc quelques moments de tension quand même. Et puis petit à petit, bah voilà, avec la famille, on essaye de faire notre petit trou et puis notre petite vie sur Montpellier qui, pour le moment, est très agréable. Et bien donc pour Noël aussi, vous ne pourrez pas retourner chez vous pour les fêtes, puisque là le 28, là vous jouez demain, puis le 28 décembre, vous allez à Tours, chez le champion de France en titre. Merci Loïc d'être venu sur ce plateau. Avec plaisir. Et puis juste un mot de l'équipe de France, vous avez tiré un trait complet ou... Un trait complet, un trait complet. Ça fait. J'ai pris mon premier été de vacances là cet été, qui était un petit peu mouvementé justement. Oui. Je reviens sur l'affaire. Donc j'aimerais passer un vrai été comme il faut pour pouvoir me reposer. Ouais. On l'espère avec une bonne place finale pour Montpellier dans ce championnat. Merci Loïc, à bientôt. Bon match demain à Coubertin, à Montpellier, à la Payade. Voilà, quelques mots sur les autres résultats. Deux résultats en hockey sur glace. Montpellier l'a emporté face à Neuilly-sur-Marne. Les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Belle victoire, Neuilly qui était pointé à la 2e place. Et puis les filles de Latte aussi pareil face à Land, Basketland qui était aussi pointé à la 2e place, je crois. Donc c'est 2 belles victoires pour nos représentants. Merci de nous avoir suivis. Ce 7 Sport, le dernier de l'année 2010, se finit. Et puis on se retrouve lundi prochain. Vous aurez le match de hockey France-Italie qui sera rediffusé. N'oubliez pas à 20h40, France-Italie, c'était à Vegapolis, la retransmission dans son intégralité. Allez, à plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.